Bonjour la Martinique, très heureux de vous accueillir sur Zitata TV dans votre émission C'est a fait nous, une émission d'1 heure consacrée à une personnalité martiniquaise, une émission au cours de laquelle vous allez découvrir ou redécouvrir cette personnalité plus ou moins connue. Notre invité aujourd'hui s'appelle Gilles Marthe. Bonjour Gilles Marthe. Bonjour Jean-Marc Courmel, merci de m'inviter sur le plateau de Zitata TV. Alors cette émission se déroule en 3 parties. La première est consacrée à notre invité et à son parcours de vie plus particulièrement. La seconde à la société martiniquaise et au regard de notre invité sur ce que nous vivons aujourd'hui. Et puis la troisième partie sera davantage projetée vers l'avenir. Nous allons donc démarrer avec le parcours de vie de notre invité. Alors Gilles Marthe, qui mounouillé, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis né à Fort-de-France il y a maintenant quelques années. Et donc mon enfance s'est déroulée en Martinique, mon adolescence en France bien sûr, et la première partie de ma vie d'adulte s'est effectuée à Montpellier. Si vous deviez vous présenter en quelques minutes pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que je suis un citoyen martiniquais, engagé dans la vie économique et sociale et surtout qui a l'amour de son pays. Alors pour découvrir votre parcours de vie, nous allons voir 3 photos que vous avez choisies et nous allons commencer par une première photo qui date, je pense, de votre adolescence, une photo, on va dire, très, très sportive. Oui. Oui, donc c'est une photo sportive où j'ai exercé un sport individuel, l'athlétisme. C'est un sport qui me tenait à cœur parce que j'avais la passion de ce sport, parce que c'est vraiment une école de vie. Et à travers ce sport, j'ai appris vraiment à me dépasser et avoir des valeurs qui m'ont conduit par la suite à exercer des activités dans le monde économique et social. Et je crois que les sensations que j'avais quand je faisais ce sport-là, je les ai retrouvées, je les ai adaptées à ma vie tout court. Qu'est-ce que le sport vous a apporté? Vous étiez adolescent, vous faisiez 10 secondes 7, 10 secondes 8, 1200 mètres, ce qui est un très très bon niveau déjà. Qu'est-ce que le sport vous a apporté réellement? Alors le sport m'a apporté beaucoup de joie. Je ne peux même pas décrire ce que le sport apporte. Quand on est passionné d'un sport, nous avons des sensations et des émotions qui ne se décrivent pas ou qui ne se disent pas avec des mots. Ce sont des choses qui se ressentent intérieurement. Et d'ailleurs, j'avais pour objectif d'être un sportif professionnel. Et il a fallu d'une blessure musculaire qui a arrêté cette passion et cette volonté de devenir. Et heureusement, j'ai toujours gardé cet enthousiasme que j'ai mis ensuite, que j'ai reporté dans d'autres secteurs d'activités que j'ai pu exercer. Alors à l'époque de cette photo, on va dire qui date d'une quarantaine d'années à la louche, hein. Peut-être, oui. Nous avons pris de l'âge depuis. Vous étiez en France métropolitaine, dans l'Hexagone donc. Dans quelle région? Tout d'abord, j'ai fait ma scolarité dans la Sarthe, dans un collège qui était dirigé par des prêtres. C'est le collège Saint-Paul de Mamers. Et ensuite, j'ai été à Montpellier où j'ai fait des études de comptabilité. Et où d'ailleurs je suis resté une dizaine d'années à Montpellier et j'ai exercé dans un cabinet d'expertise comptable. Comment s'est passé votre enfance? Est-ce que vous gardez un bon souvenir de cette période formatrice pour tous les individus? Alors c'est une enfance qui était agréable parce que j'ai évolué dans une famille qui m'a prodigué beaucoup d'amour et qui m'a beaucoup épaulé. Et c'est vrai que quand on est enfant, on est un peu insouciant, donc on ne voit pas encore les réalités de la vie. Et je crois que mes parents m'ont épargné les difficultés que beaucoup, quand je regarde autour de moi, je regarde dans certains pays, il y a des enfants qui n'ont pas eu la même enfance que moi. Je peux parler d'Haïti ou de Sainte-Lucie, ou même on peut aller dans d'autres continents. Donc j'ai quand même eu la chance de naître sous les tropiques. Est-ce que vous considérez que vous avez eu une éducation stricte? Une éducation très stricte, parce que mon père était enseignant. Et vous connaissez les enseignants de l'époque. Donc c'était des gens qui avaient beaucoup de rigueur et beaucoup de valeur, peut-être même trop. Vous avez aussi donc suivi une éducation religieuse, parce que vous étiez dans un établissement dirigé par des prêtres. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a apporté beaucoup d'engagement et surtout la foi dans ce qu'on fait. Et ça permet d'avoir beaucoup d'anticipation dans la vie.
Malgré tout, quand on est adolescent, on commence à découvrir, on va dire, un certain nombre de choses de la vie. Globalement, est-ce qu'on arrive malgré tout à rester dans un parcours, une dimension relativement sage, ou est-ce que on se lâche un peu et puis au-delà du sport, on fait d'autres choses? Je ne dis même pas qu'on se lâche, on se transgresse. Parce que c'est la transgression qui permet d'avancer, à condition de revenir dans le droit chemin. Alors après ça, Gilles Marthe, vous avez suivi des études. Vous avez fait quelle formation de base? La formation de comptabilité, d'études comptables supérieures. Bien entendu, je n'ai pas poussé jusqu'à l'expertise, le commissariat, puisque j'ai tout de suite travaillé. Et j'ai eu l'opportunité, après, de rentrer dans le secteur bancaire et de faire de l'audit, de l'inspection. Sur le plan professionnel, vous avez suivi donc toujours un circuit comptable, bancaire? Comptable et bancaire. Oui. Dans quelle entreprise? S'il faut la citer, le Crédit Mutuel Antilles-Guyane. D'ailleurs, je suis arrivé au moment où cet établissement arrivait aux Antilles. C'est la raison pour laquelle j'ai pu tout de suite postuler et pouvoir quitter Montpellier et rentrer en Martinique. Qu'est-ce que vous diriez de votre parcours professionnel qui a été riche? On va parler tout à l'heure de votre autre parcours, qui a été un parcours lui aussi très riche, mais qu'est-ce que vous diriez de votre parcours professionnel? C'est un parcours que j'ai beaucoup aimé parce que l'expérience que j'ai eue à Montpellier, puisque j'ai travaillé une dizaine d'années dans 2 cabinets d'expertise comptable, ce qui m'a permis d'avoir déjà une vision beaucoup diversifiée et de mettre cette expertise au service de l'entreprise en Martinique. Et là, ça m'a permis également de voir la différence qu'il y avait entre les pratiques professionnelles en France et les pratiques professionnelles aux Antilles, où il y avait quand même une différence de vision, de procédure et de rigueur. Alors, vous avez progressivement mené, je dirais, une autre carrière, vous avez évolué dans d'autres milieux, parallèlement à votre activité professionnelle. Vous pouvez nous en parler? Alors, j'ai tout de suite, par rapport à l'engagement que j'ai toujours eu, qu'il soit sportif ou professionnel, je me suis également investi dans les activités économiques et surtout au niveau du social. Et donc tout de suite, j'ai eu des responsabilités sur le plan syndical. Donc au sein de mon entreprise, j'ai été pendant plusieurs années, une vingtaine d'années, délégué syndical. J'ai également dirigé le syndicat de l'encadrement à la CFE-CGC sur tout le territoire de la Martinique. Et donc j'ai tout de suite retrouvé les dispositions que j'avais dans le monde sportif. Et pour moi, c'était une forme de compétition et d'objectif. Et j'ai développé tout de suite ces activités et j'ai dû faire un choix. J'ai dû faire un choix professionnel parce que dans la vie, on ne peut pas mener 2 choses en même temps. Ou on fait un choix professionnel, on va jusqu'au bout, ou on fait un choix économique et social et on va jusqu'au bout. Donc mon enthousiasme et le challenge que je ressentais intérieurement m'a poussé directement plutôt vers le choix économique et social parce que ça s'adressait à l'humain, ça s'adressait aux salariés. Et j'en ai tiré beaucoup de satisfaction. Cet engagement syndical, cet engagement social, est-ce qu'il vous a permis de mieux connaître vos compatriotes martiniquais? Alors, dans un premier temps, cet engagement m'a permis de mieux me connaître déjà, et ensuite de mieux connaître la Martinique. Parce que quand on est dans le monde économique et social, on siège quelquefois dans beaucoup d'organismes. Ça permet de comprendre comment fonctionne une économie insulaire, comment fonctionnent les rapports sociaux, comment fonctionne l'être humain. Et je crois que c'est vraiment un objectif qui est vraiment exaltant. Alors on va poursuivre la découverte de votre parcours. On fait un grand bond en avant et on va voir donc une seconde photo que je vais vous demander de commenter. Voilà, alors c'est une photo, on devine un petit peu quand ça se passe, je vous laisse la raconter. Ah oui, là c'est une photo, à cette époque j'étais président de la CFE-CGC, c'est le syndicat de l'encadrement en Martinique. J'étais également président du syndicat national des banques au niveau national. Et donc tout de suite quand nous avons décidé de nous engager dans ce mouvement de février 2009. Voilà, donc c'est la fameuse grève générale de 2009 qui est partie en fait de protestations contre la vie chère
et qui s'est ensuite élargi à beaucoup d'autres domaines. Oui, ça a été encore une aventure humaine, puisque ce sont les organisations syndicales martiniquaises qui ont décidé, qui ont préparé ce mouvement depuis quelques mois avant. Et nous avons tout de suite été surpris de l'adhésion totale de la population martiniquaise, puisque c'est devenu un phénomène sociétal. Ça a été pour vous un événement particulièrement marquant. Cette mobilisation collective, tous les syndicats réunis, toute la Martinique dans la rue. Oui, c'est un événement qui était particulièrement marquant parce que là encore, je pense que nous avons anticipé, puisqu'on a vu tout de suite, quelques années après, le mouvement des Gilets jaunes en France. Et donc, je crois que la population a adhéré, elle s'est sentie tout de suite concernée. Et je crois que c'est devenu une lutte martiniquaise. Et l'ensemble de la population se sentait concernée. Et c'était le mal-être qui ressortait. Alors, vous étiez membre de ce collectif, en tant que, vous l'avez dit, en tant que représentant de la CFECGC, dont vous étiez le président à l'époque. Comment s'est déroulé ce mouvement entre organisations syndicales qui n'avaient pas toujours le même positionnement, ni même, je dirais, les mêmes objectifs politiques? Oui, mais je pense que c'est la population qui nous a unis et qui nous a rassemblés. Et j'étais content de voir que pour une fois, les organisations syndicales parlaient d'un seul homme. Et par contre, je pense que ça a été un réveil de la conscience martiniquaise. Peut-être qu'il n'a pas été suivi d'effet, parce que nous avons peut-être manqué à cette époque d'expertise, mais je crois que c'était déjà une bonne chose parce que nous avons mis le doigt sur beaucoup de faiblesses qu'avait la Martinique. Est-ce que vous avez senti, à ce moment-là, derrière cette union sacrée, une Martinique plus forte, une Martinique plus respectée? Alors j'ai senti une Martinique beaucoup plus forte, beaucoup plus engagée. Quant à une Martinique respectée, je crois que là, il faut mettre des guillemets, parce que les aspects sont beaucoup plus profonds que ça. Et je trouve que, comme je dis, nous n'avons pas pu transformer ce cri pour pouvoir vraiment structurer la Martinique. Oui, parce qu'en réalité, alors, il y a eu des accords de signés. D'ailleurs, cette photo a été prise le jour de la signature on va dire, du protocole de sortie de crise. Il y a eu des accords de prix sur des prix de certains produits de base qui devaient être revus à la baisse et qui devaient être limités dans leur augmentation. Il y a eu un certain nombre d'engagements de prix par l'État. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? On est 12 ans après, quasiment 12 ans jour pour jour après cette mobilisation. Qu'est-ce qu'il en reste? 12 ans après, j'ai de l'amertume. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de comité de suivi, ni de comité d'évaluation. Parce que nous avons soulevé des problématiques dans tous les secteurs d'activité. Et je pense qu'à partir de ce mouvement-là, nous aurions pu aller vers plus de responsabilité et plus de responsabilité en Martinique. Nous aurions pu avoir des leviers pour vraiment transformer la société telle que nous voudrions qu'une société insulaire fonctionne. Alors vous étiez déjà à ce moment-là impliqué dans la médiation sociale, d'abord en tant que syndicaliste, vous aviez l'habitude de mener des négociations. Est-ce que ce 2009 a été pour vous un tournant? Parce qu'on va le voir sur la troisième photo dans un petit moment. Vous vous êtes beaucoup impliqué dans la médiation par la suite. Oui, je me suis beaucoup impliqué dans la médiation parce que à travers le syndicalisme et les conflits, notamment dans les collectivités et dans les entreprises, c'est là où on peut vraiment ressentir les faiblesses et les forces, non seulement des entreprises en Martinique, mais de la société martiniquaise. Et je crois que le dialogue social m'a permis de voir que la Martinique souffre vraiment d'une recherche d'identité. Recherche d'identité, nous sommes toujours en quête d'identité. Mais c'est une faiblesse qui est historique. Je crois qu'il faut retourner vers l'histoire pour voir que la Martinique a un rapport très fort avec son histoire qui finalement ne passe pas. Et le passé est toujours présent. Et quand on va en médiation sur un conflit, on s'aperçoit que nous sommes vraiment, je dirais même que c'est un pays qui est complexe et complexé.
comme a dit avant moi un célèbre écrivain. Et c'est là où on comprend. On comprend vraiment que c'est un pays particulier. Quand on retrouve ces différents éléments, on s'aperçoit vraiment qu'il y a du chemin, mais on est quand même optimiste parce qu'il y a des pistes d'amélioration. Est-ce que vous avez l'impression qu'après 2009, la Martinique a été plus solidaire, ne serait-ce qu'un temps? La Martinique est solidaire, mais je crois que c'est dans le comportement, dans la posture maintenant qu'il faudrait maintenant travailler. Nous n'avons pas pu changer les comportements et les postures parce que je pense que nous avons vous savez, la Martinique, le peuple actuel n'est pas colonisé, il est né de la colonisation. Et je crois que nous n'avons pas pu sortir de cet esprit de colonisation parce que je pense que l'histoire n'a pas été assez expliquée, n'a pas été assez... nous n'avons pas encore compris où nous allons. On va y revenir quand on va parler plus particulièrement de la société martiniquaise aujourd'hui. On voit une troisième photo, Gilles Marthe, qui est une photo de blocage de transporteurs. C'était en 2019 devant la Galeria. C'était un conflit de la CFTU Mosaïque. Vous êtes beaucoup impliqué dans la médiation autour des conflits liés au transport. Le transport est un secteur clé en Martinique, où on sait que beaucoup de choses tournent autour de la circulation, tournent autour des routes. Alors oui, je me suis beaucoup impliqué dans les conflits, notamment le transport. Alors déjà dans les conflits, pourquoi? Parce que le conflit, je pense que c'est le premier cri. C'est une façon de s'exprimer. Quand on est en conflit, c'est parce qu'on n'a pas d'autres moyens de dialoguer, et c'est une forme d'expression. Et la médiation vient pour essayer de recoller toutes les parties, c'est-à-dire de réunir tout ce qui est éparse. Et je crois que, notamment sur le transport, qui est vraiment la particularité, la grande faiblesse de la Martinique, sa grande faiblesse, c'est le transport. On ne peut pas circuler correctement sur un petit territoire insulaire. Et on n'arrive pas, s'il faut sortir du François pour aller au Robert, on est obligé de passer par Fort-de-France. Alors imaginez quand il y a un blocage comme ça et quand il y a des conflits, en plus les conflits sociaux où le personnel est quelquefois en souffrance. Donc je crois que c'est une cause qui est intéressante et louable. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez du fait syndical martiniquais? Est-ce qu'aujourd'hui, alors on a l'impression qu'il y a un peu moins de conflits, ou en tout cas qu'ils sont un peu moins longs. Est-ce que, voilà, on arrive aujourd'hui à mieux prévenir les conflits, à inciter les chefs d'entreprise à davantage être à l'écoute de leurs salariés, aux salariés peut-être d'envoyer davantage de signes avant de se mettre en grève? Comment est-ce que vous concevez aujourd'hui le fait syndical martiniquais? Alors, le fait syndical martiniquais est particulièrement violent. Il est violent parce qu'il y a de la méfiance, déjà, entre les parties. Il y a un manque de reconnaissance. Et puis, il y a également des conditions économiques. Parce que les entreprises en Martinique, ce sont des entreprises qui ne sont pas assez bien structurées. Parce que vous savez qu'on évolue dans un tissu avec de très petites entreprises. Ce sont des micro-entreprises. Quelquefois même, ce sont des chefs d'entreprise qui étaient quelquefois avant au chômage et qui ont créé leur entreprise. Donc ce sont des entreprises très fragiles qui ont un manque de fonds propres et qui ne favorisent pas le dialogue social dans un premier temps. Ce qui fait que les deux parties sont méfiantes, l'employeur et les salariés. Il y a un manque de reconnaissance également et puis il y a également un manque de respect, ce qui fait que tout de suite on arrive à des postures qui sont violentes. Vous avez été médiateur dans de nombreux conflits. Comment vous qualifieriez aujourd'hui les rapports qui sont souvent familiaux au sens propre du terme, je dirais au sens presque affectif du terme, entre les chefs d'entreprise et leurs salariés? Comment expliquer que brusquement parfois ça bascule? C'est parce que dans une économie, comme je dis, insulaire,
et très étroite, les rapports sont basés sur la personne humaine, sur la personne, la qualité de la personne plutôt que la capacité de la personne. Alors tout de suite, ça devient affectif et il y a une susceptibilité qui revient. Il faudrait plutôt que les rapports soient basés sur la compétence et la mission que le salarié est venu, ou l'expertise qu'il est venu apporter à l'entreprise. Alors sur une île où tout le monde se connaît, tout de suite les rapports sont affectifs et la susceptibilité remonte. Alors avant de passer à la deuxième partie de cette émission consacrée à la Martinique d'aujourd'hui, comment vous qualifieriez votre parcours de vie, Gilles Marthe? Vous avez un parcours très riche, très dense, très épanouissant. Comment est-ce que vous le qualifieriez? C'est un parcours d'engagement, de foi et de conviction. Et j'ai surtout envie de voir une Martinique apaisée. Alors, la Martinique apaisée, on va voir si elle l'est aujourd'hui. On passe à notre deuxième séquence consacrée à la société martiniquaise d'aujourd'hui. La société martiniquaise d'aujourd'hui, d'abord, qu'est-ce que vous en diriez? Comment est-ce que vous ressentez, comment est-ce que vous vivez la société martiniquaise en 2021? 2021, s'il faut que je parle franchement, je dirais que la société martiniquaise va mal. Je ressens vraiment une stagnation. J'ai une impression que les choses n'avancent pas, et alors que nous avons des leviers formidables pour pouvoir anticiper et se projeter dans l'avenir. Alors avec le scandale du chlordécone qui est revenu à la surface, alors il y a eu une période après que ce scandale a été dénoncé notamment par Louis Boutrin, on a eu l'impression que l'État avait compris. Il y a eu un certain nombre de discours de différents ministres ou présidents qui ont expliqué qu'effectivement c'était un scandale et qu'il fallait quelque part réparer. Et puis tout ça est un petit peu tombé progressivement dans l'oubli. On nous a annoncé un procès qui finalement n'est jamais arrivé. Et on va voir une vidéo d'ailleurs qui retrace un petit peu les manifestations récentes autour du chlordécone. Est-ce que vous avez l'impression que ce scandale du chlordécone, avec notamment le risque de prescription, le risque de non-lieu, est-ce que vous avez l'impression que ce scandale a ravivé nos fractures, nos blessures? Alors, déjà, cette manifestation, j'y étais. J'ai tout de suite repensé à 2009, parce que j'ai compris que la population se ressent concernée par... je n'ose pas dire que c'est un génocide, le mot est très fort, mais je crois que c'est inadmissible parce que ça touche à la santé des Martiniquais. Des Martiniquais, quelle que soit la classe sociale ou l'ethnie, c'est-à-dire à celui qui vit en Martinique, qu'il soit martiniquais ou pas, je pense qu'il est contaminé. Et donc il y a cet aspect humain, et puis il y a cet aspect de la réparation. Quand je dis aspect de la réparation, c'est que je crois que dans ce dossier-là, il faut qu'on soit accompagné d'avocats compétents. Je suis un petit peu... je fais attention à ce que je dis parce que c'est un dossier qui est très important et je crois qu'il ne faut pas faire de show médiatique avec ce dossier-là. Il ne faut pas non plus des gens qui viennent pour faire de la publicité ou tirer un aspect pécunier dessus parce que je crois qu'il ne faut pas avoir peur de s'entourer d'avocats qui ont l'expertise dans ce genre de dossier. Parce que j'ai l'impression que nous n'avons pas encore trouvé la mesure. Vous avez vu qu'on va vers un non-lieu, ce qui est inadmissible. Donc je crois que là, il faut chercher des compétences, que nos avocats martiniquais s'entourent également d'avocats qui ont l'expérience déjà de dossiers aussi sensibles que celui-là. Et parce que pour aller beaucoup plus loin, je pense qu'il y a des pistes qui ne sont pas forcément celles que nous exploitons actuellement. C'est bien que la population, c'est fort, il faut que la population se sente concernée, soit dans la rue, pour vraiment toucher l'opinion publique et l'État, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut qu'on aille à un niveau supérieur
au niveau de la justice. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, toute la Martinique est véritablement mobilisée derrière ce scandale du chlordécone? On a l'impression, si on compare encore une fois à 2009, que voilà, les Martiniquais se sentent concernés, mais ils ne sont pas forcément tous dans la rue, ils ne sont pas forcément tous mobilisés. Ils ne sont pas tous dans la rue parce que, bien entendu, ils ont des obligations professionnelles. C'est la raison pour laquelle vous avez bien vu que les manifestations se déroulent souvent le samedi, ce qui permet à tout le monde de venir. Nous avons vu, je pense que nous étions au moins 15 000. Et prochainement, il y aura d'autres manifestations. Mais il y a beaucoup de classes de la population silencieuses, notamment au niveau des agriculteurs, pas seulement le monde agricole. Vous savez, tout le monde est touché, puisqu'il y a de la chlordécone dans l'eau, dans la nourriture. Et c'est vraiment, et d'ailleurs ce serait une bonne chose que l'ensemble de la population se fasse dépister. Ça permettrait vraiment d'évaluer le mal qui a été fait. Vous attendez quelque chose aujourd'hui de l'État français? Est-ce que l'État français, particulièrement le président Macron, qui lui-même a évoqué cette question, intervienne dans ce dossier de façon à ce qu'effectivement il demande à la justice, même si il n'est pas censé intervenir dans le circuit judiciaire, mais voilà, est-ce qu'il demande qu'il y ait véritablement une prise en compte ou un procès autour de ce scandale? Oui, moi je suis favorable au procès. Je suis favorable également à mettre en place des mesures pour voir comment dépolluer les sols, parce que les sols sont pollués pour des centaines et des centaines d'années. Donc ce sont les générations qui arrivent qui seront impactées. Et donc je pense qu'il faut vraiment que ça serve d'exemple et qu'on aille vers un véritable procès avec beaucoup de vérité. Alors je parlais des blessures qui ont été ravivées par ce scandale du chlordécone, mais pas seulement. On a vu ces dernières années un certain nombre de revendications ou de récriminations, notamment envers la communauté béké de Martinique. Comment est-ce que vous avez ressenti ces choses-là? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit véritablement pointer du doigt la communauté béké? Alors là encore, c'est un problème, c'est le rapport que nous avons avec notre histoire. Parce que le seul moyen que nous avons maintenant de réagir, c'est par la violence. C'est par la violence. Et pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à dialoguer entre nous. Et cette violence, quelquefois, a une connotation raciale. Et donc je crois qu'il ne faut pas aller dans cette direction. Et je crois qu'il faut beaucoup plus essayer de travailler sur la posture que nous devons avoir maintenant et aller vers plus de... Parce que là encore, ça touche à notre recherche d'identité. C'est une recherche, nous sommes en quête identitaire dans tout ce que nous faisons, dans toutes les difficultés que nous avons, cet aspect-là ressort. Et donc ça prouve que l'esclavage, finalement, n'a pas été aboli. Et on a l'impression que nous avons eu une liberté inachevée, puisque dans l'esprit, nous sommes encore dans ce passé qui est présent. Et c'est ce qui fait que ces comportements sont violents. Je ne vais pas juger, parce que je pense que c'est un mode d'expression. À travers ce mode d'expression, il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre pourquoi et trouver le remède, mais un remède durable, pas quelque chose de ponctuel. C'est vrai que c'est alimenté également par les médias qui veulent beaucoup de sensations, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ce simple fait et ce qu'on voit. La communauté béké elle-même, alors on sent que certains ont envie de s'exprimer, mais voilà, qui ne se livrent pas toujours. On sent aussi que d'autres préfèrent clairement se cacher et éviter de prendre la parole en public. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, les békés, on parle souvent de Bernard Ayotte, mais il y en a beaucoup d'autres, on voit Emmanuel Bérénal assez souvent présent dans certaines manifestations. Est-ce que les békés aujourd'hui devraient prendre la parole et quelque part, un peu comme l'a fait Roger de Jam à l'époque, notamment à travers l'association Tous Créoles, quelque part dire un peu ce qu'ils ressentent de tout ça? Oui, je pense que l'heure est arrivée au dialogue et à de nouvelles postures. Je pense que maintenant, nous devons avoir un langage de vérité et un langage avec beaucoup de respect, beaucoup de respect pour chacune des communautés. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, mais le travail est encore loin parce qu'il faut encore, je dis, il faut travailler sur l'histoire. Travailler sur l'histoire parce que quelquefois, l'ignorance fait que nous avons beaucoup de préjugés
Et les comportements, quelquefois, sont vraiment des comportements dus à l'ignorance. Et donc, on prend quelquefois un mauvais chemin. Alors, vous parlez d'histoire, vous me tendez la perche pour qu'on passe à la seconde vidéo qui concerne le déboulonnement des statues. Ça a été il y a quelques mois, ça a été quelque part un mouvement précurseur, puisque partout ensuite dans le monde, on a vu qu'un certain nombre de statues ont été déboulonnées. On parlait de l'esclavage, et souvent ces statues ont un rapport avec l'esclavage, et c'est une des raisons pour lesquelles les activistes, comme on les a appelés, ont voulu les déboulonner. Est-ce qu'il faut déboulonner les statues? Est-ce qu'il faut faire table rase de l'histoire? Non, non, non. Je pense que là encore, moi, ça ne me... Je ne dis pas que je ne suis pas choqué, ça ne me choque pas. Ce qui me choque plutôt, c'est le comportement. Parce que c'est un mode d'expression encore. Déboulonner des statues, c'est une façon de s'exprimer qui n'est peut-être pas la bonne, mais on s'arrête trop à l'image, au choc des images. Je pense qu'il faut beaucoup plus mieux connaître notre histoire. Peut-être que cette génération-là n'a peut-être pas approfondi l'histoire, et je crois que c'est un fait de déboulonner des statues, mais est-ce que ça va guérir le mal-être et le malaise? Non. Je pense que sinon, on peut déboulonner des statues tous les jours, tous les mois, toutes les années, si on ne va pas beaucoup plus loin. Donc vous pensez qu'il faut expliquer l'histoire, inscrire par exemple des mots sur ces statues pour expliquer ce que ces personnages ont fait? Oui, parce que je prends l'exemple, quand on a parlé de la médiation. Lors de ma formation de médiateur, nous avons eu des cours d'histoire où nous sommes remontés à l'esclavage jusqu'à maintenant. Pourquoi je dis ça? C'est parce que depuis l'esclavage, la Martinique a connu successivement des avancées. En 1946, il y a eu la départementalisation, la loi sur la départementalisation. En 1982, il y a eu la décentralisation. Et ensuite, nous avons eu la loi d'orientation qui a été vers la modification des statuts. Malgré toutes ces avancées, nous avons toujours ces mêmes comportements. C'est que le mal se situe ailleurs. Vous parliez tout à l'heure de génération. Alors, on a vu que dans ce mouvement de déboulonnement des statues, mais derrière aussi, par la suite aussi, sur un certain nombre de manifestations, par exemple autour du drapeau rouge, vert, noir, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de jeunes qui se mobilisaient, alors que jusqu'à maintenant, on ne voyait pas beaucoup les jeunes dans les manifestations. Alors, c'est une génération uniquement contestataire, ou vous pensez qu'elle a compris un certain nombre de choses et qu'aujourd'hui, elle revendique autre chose? Elle revendique autre chose. Elle revendique autre chose, et moi, je pense qu'elle ne se sent pas accompagnée. Elle ne se sent pas accompagnée parce que c'est un problème politique, culturel et historique. Elle n'a peut-être plus confiance dans ceux qui dirigent maintenant le pays. Et je crois que quand on se sent bien, on se sent représenté correctement, je crois qu'on a une autre vision de l'avenir. Et je crois qu'actuellement, les jeunes qui font ça, c'est parce qu'ils n'ont plus de repères, ils ne se sentent plus, ils n'ont plus de perspective, ils vivent au jour le jour, ils n'ont plus d'exemple. Est-ce que à travers ces mouvements de contestation, de protestation, je dirais, contre les incarnations de l'histoire à travers les statues, est-ce que c'est aussi une remise en cause clairement de ce qu'était l'État français, l'État colonial, que certains ont l'impression encore de vivre aujourd'hui? Oui, c'est une remise en cause, parce que le Martiniquais, tout en étant dans un espace dit français, où par certaines lois, nous avons rétabli l'égalité des droits, on n'a pas l'impression d'être français entièrement. On a l'impression d'être à côté. Français entièrement à part, comme tout à fait, on le disait à l'époque. Et c'est un cri vers plus de responsabilité, vers plus de respect et vers plus de considération. C'est vraiment de la méfiance. Je crois que la difficulté, c'est que la Martinique est toujours dans la dépendance. La dépendance. Donc je pense que les jeunes, à travers ça, ils souhaitent sortir de cette dépendance et aller vers plus de responsabilité. Alors on en revient à la revendication identitaire.
On a vu qu'effectivement, beaucoup de Martiniquais aujourd'hui disent clairement qu'ils ne se sentent pas français ou plus français. Et puis on a vu aussi ressurgir de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus manifeste, le drapeau rouge, vert, noir. Et on va voir d'ailleurs une troisième vidéo sur la manifestation des rouges, verts, noirs. Le drapeau qui symbolise l'identité d'un peuple, l'identité d'une nation. Est-ce qu'aujourd'hui, la Martinique doit se reconnaître à travers le drapeau rouge, vert, noir? Est-ce que c'est plutôt le drapeau avec la conque de Lambie qu'on a vu, qui a été adopté par la collectivité territoriale de Martinique à la suite d'un concours? On sait aussi tout ce que le fameux drapeau aux têtes de serpent, au serpent, a provoqué. On en voit encore sur certains établissements de la gendarmerie, ce fameux drapeau colonial. Et puis il y a aussi le drapeau français, bleu, blanc, rouge, à travers lequel certains se reconnaissent, d'autres plus du tout. Comment on peut s'y retrouver à travers ça, selon vous? Alors, le drapeau, pour moi, c'est un symbole. C'est un symbole qui a de l'importance, mais plus que le drapeau, j'aurais souhaité que la Martinique soit reconnue en tant que telle. Pourquoi je dis ça? Quand on regarde, j'ai pris l'exemple de notre appartenance dans l'espace français, mais quand on regarde notre appartenance dans l'espace caribéen, même dans cet espace-là, les pays français ou européens, par exemple, passent des accords avec les pays de la Caraïbe, alors qu'ils ont des représentants dans les Antilles françaises, et nous n'arrivons pas à représenter et à avoir des responsabilités. Donc ça également, c'est de nature à favoriser le fait d'avoir envie d'aller vers une nation, quand on parle de drapeau. Alors, quand je dis qu'il faut aller plus loin, c'est parce que derrière ces revendications, derrière ces envies-là, c'est qu'il y a un fonctionnement qui n'est pas adapté à notre insularité et à notre dignité. Et est-ce qu'on peut construire, on peut créer de façon non spontanée un drapeau, comme ça a été le cas pour le drapeau que la CTM a adopté à la suite d'un concours, ce fameux drapeau avec la conque de Lambie, ou est-ce que ça doit être quelque chose de spontané? Par exemple, vous reconnaissez aujourd'hui en quel drapeau? On écarte bien entendu le drapeau des serpents, mais il reste le drapeau rouge, vert, noir, le drapeau de la CTM aujourd'hui, oui, le drapeau bleu, blanc, rouge. Le drapeau rouge, vert, noir a beaucoup de signification dans les couleurs, hein. C'est d'ailleurs repris dans d'autres pays. Donc la reconnaissance n'est pas seulement au-delà du drapeau, mais elle va beaucoup plus loin, comme je le disais. Le drapeau, pour moi, c'est un symbole. Je peux me reconnaître dans un drapeau et le statut reste bloqué, on n'avance pas. Donc c'est de l'idéologie. Moi, je peux très bien avoir un idéal, mais au-delà de l'idéal, je ne trouve pas que nous avons cette reconnaissance. Il y a un manque de reconnaissance, et ça, il y a un gros travail à faire par nos représentants. Il y a une possibilité de le faire. En quoi est-ce qu'aujourd'hui les Martiniquais pourraient se reconnaître? Qu'est-ce qui pourrait faire sens en réalité pour eux? Qu'est-ce qui aujourd'hui peut recréer cette solidarité qu'on a connue en 2009, cette espèce d'énergie commune, cette espèce d'union sacrée? Je pense que c'est tout le système qu'il faut changer. C'est tout le système qu'il faut changer, parce que le Martiniquais et les Martiniquaises ne se reconnaissent plus dans nos représentants, dans le système qui est établi actuellement. Donc c'est la raison pour laquelle la population n'adhère pas. Elle ne s'approprie pas du tout le fonctionnement actuel. Et il y a des pistes, hein. Il y a beaucoup de pistes à revoir pour changer. Et je crois qu'il faut vraiment un renouvellement. Nous sommes à une époque où, vous savez, il y a des cycles. Et je crois que nous sommes en fin de cycle et nous sommes en transition vers un nouveau cycle. Et c'est la raison pour laquelle il y a de la violence, il y a des comportements qui sont inexplicables. C'est parce que nous sommes en changement de cycle et nous sommes en recherche. Et nous n'avons plus de leader. Vous savez, un leader, c'est tous les 1000 ans. Hein. On l'a vu avec Aimé Césaire. Alors, je saisis à nouveau la perche, hein, Gilles Marthe, puisqu'on va passer à la troisième partie de cette émission, qui est justement consacrée à cette quête d'un leader, au rôle que doivent jouer aussi les élus, les élites, les leaders d'opinion pour la Martinique de demain.
Alors, forcément, on va parler un peu de politique. On va parler aussi globalement d'évolution sociale ou sociétale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que les élus, pas seulement les élus de la collectivité territoriale, mais globalement les élus de Martinique, les hommes et femmes politiques, les élites, les leaders d'opinion, parmi lesquels on trouve des syndicalistes, on trouve des artistes, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'ils sont suffisamment nombreux, est-ce qu'ils sont d'ailleurs, certains d'entre eux, prennent des initiatives, jouent un petit peu ce rôle de leader, ce rôle d'impulsion qu'ils devraient jouer? Non. Déjà, ils ne sont pas nombreux. Ce sont toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes. Je pense que la Martinique aspire à renouveler la classe politique. Parce que vous savez que c'est dans le mouvement qu'on progresse. La vie est faite de mort et de naissance. Donc on ne peut pas avoir toujours les mêmes leaders qui sont là pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce n'est pas possible. L'être humain, quand vous regardez comment fonctionne la nature, c'est un mouvement, c'est un changement. Et le changement apporte toujours du sang nouveau. Et en plus, la particularité avec le système politique que nous avons en Martinique, en économie insulaire, ce sont des partis qui sont des partis insulaires. Vous savez, quand vous appartenez à un espace caribéen, un espace français, un espace européen, un espace mondial, parce que les choses vont très vite, nous avons trop en Martinique des partis qui sont des partis martiniquais, martinicaux. Et on ne peut pas avancer avec ça parce que vous n'avez aucun réseau. Et vous savez que maintenant, pour avoir des leviers, il faut pouvoir avoir des réseaux très forts. Actuellement, si on parle politique, je considère que la Martinique est dans l'angle mort du gouvernement. Parce que nous n'avons aucun interlocuteur qui est à l'écoute du gouvernement, parce qu'il n'est dans aucun parti national ou international. Et ce qui fait que nous n'avons pas les leviers. Moi, je suis profondément martiniquais. J'aspire à être... Je réclame d'avoir de la dépendance, mais par contre, quand je suis dans un système, pour pouvoir avancer dans ce système, il faut avoir la subtilité de créer des réseaux. Et ces réseaux-là, on les crée quand on est adossé à de grands partis. Regardez les îles voisines, pour ne pas nommer la Guadeloupe. Regardez le nombre de ministres que la Guadeloupe a eu. Ce sont des ministres qui étaient dans de grands partis. Parti socialiste, parti l'UMP, ainsi de suite. Et vous avez des leviers. Ça ne vous empêche pas d'être profondément guadeloupéen ou martiniquais. On le voit aussi au niveau de l'Europe, où par exemple les Réunionnais sont très actifs. Ils y vont d'ailleurs quand ils se présentent à Bruxelles ou devant les autorités européennes, ils y vont ensemble. Et on a vu d'ailleurs qu'aujourd'hui, le député Younous Omarjee, député européen, a été l'un des plus actifs, notamment pour défendre un certain nombre d'acquis de l'outre-mer. Comment expliquer que les Réunionnais arrivent à le faire, les Guadeloupéens arrivent à le faire, et nous, beaucoup moins? Alors, je parle par expérience. Moi, j'ai été dans un parti syndical qui était un parti national, même international, ce qui fait que moi, j'avais les leviers pour pouvoir agir pour la Martinique. C'était la CFE-CGC. Tout à fait, qui faisait partie des 5 organisations. Donc plutôt un syndicat de cadres. De cadres, tout à fait. Et sauf dans le secteur bancaire où il va vers les salariés. Et moi, j'avais les leviers. Je pouvais actionner et avoir la possibilité de me servir du national pour œuvrer pour la Martinique. Et il est très important d'être dans un parti, même si le parti, c'est un parti martiniquais, mais il faut qu'il soit adossé et avoir de bonnes relations, avoir un réseau avec l'extérieur. Alors, on va avoir une photo de quelqu'un que vous allez sans doute reconnaître, Gilles Marthe. Vous le voyez derrière moi. Quelle réaction? Vous le reconnaissez, bien sûr? Oui, c'est Garcés Malsa, oui, avec qui j'ai échangé, parce qu'à un moment, j'ai vécu dans le Sud. Et un homme d'engagement. Je respecte son idéal politique. Donc, moi, ce que je trouve passionnant, c'est que quand quelqu'un a un engagement, une conviction, que cette personne se tienne à cet engagement et aille jusqu'au bout. Alors, Garcés Malsa, on a l'impression qu'en fait, c'est un peu le fil conducteur de la politique martiniquaise. Je dirais presque le fil historique, parce que Garcés Malsa a été à l'origine, par exemple, de la création de la Sopamar. Et quand on voit ce qui s'est passé par la suite,
notamment avec le scandale du chlordécone, et tout ce qui arrive aujourd'hui sur le plan sanitaire, on voit qu'il a été précurseur. Il a été aussi l'initiateur du drapeau rouge vert noir dont on a parlé tout à l'heure, qu'il a été le premier à ériger sur le fronton de sa municipalité. Il a également créé le mouvement international pour la réparation. En tout cas, il en a un membre éminent concernant les réparations liées à l'esclavage. Et puis aujourd'hui, voilà, derrière tout ce qui se passe, il a créé le parti Modémas. Et derrière tout ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a en permanence l'ombre de Garcés Malsa. C'est un leader, ça a été un leader, il est encore un leader. Oui. Il a montré une certaine voie. Il a montré une certaine voie. Bien entendu, il faut. Alors, la difficulté en Martinique, c'est que beaucoup de leaders montrent la voie et les générations derrière n'arrivent pas à continuer. Alors, il ne suffit pas de continuer pour continuer. Il faut continuer en s'adaptant au contexte, parce que le contexte change tous les jours. Donc, à une époque, Garcés Malsa menait son combat, il était louable pour cette époque-là. Maintenant, avec les nouvelles générations, je pense que le combat s'est transformé et il faut agir autrement. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a peut-être une petite faiblesse. Alors je précise que la photo de Garcés Malsa est tirée du site de nos confrères People Bocaille. Garcés Malsa aujourd'hui, il incarne peut-être une génération d'élus qu'on ne retrouve plus. Alors Garcés Malsa est vieillissant, comme Alfred Marie-Jeanne, président de la CTM, comme Claude Lise, président de l'Assemblée, donc Alfred Marie-Jeanne, président exécutif. Comment expliquer en fait qu'on n'arrive pas à avoir cette relève politique parce que ces personnalités aujourd'hui, elles ne seront bientôt plus là. Moi, je pense qu'il faut éviter le cumul. Pour qu'il y ait un renouvellement, il faut limiter les mandats. Si les mandats étaient limités à 2 mandats ou peut-être 3 mandats, je pense que les générations qui se renouvellent feraient émerger des leaders. Nous avons beaucoup de leaders qui sont dans l'ombre, mais ils sont bloqués parce qu'il y a une génération qui est respectable, mais je pense qui bloque le système. Vous considérez qu'aujourd'hui, on n'a pas véritablement de personnalités politiques, d'élus ou de prétendants élus qui se sont imposés parce qu'ils auraient pu, il y avait la place. Aujourd'hui, quand on voit le fossé qui peut exister, par exemple, entre un Alfred Marie-Jeanne et puis un Fred Michel Thirault, par exemple, le maire du Saint-Esprit, oui. Il y a quasiment 30-35 ans d'écart, même beaucoup plus d'ailleurs, plus de 40 ans. Comment expliquer qu'on n'ait pas, entre ces générations-là, on n'a eu personne, ou presque personne? Alors déjà, je pense que sur le plan institutionnel, il faut, comme j'ai dit, limiter les mandats. Ça permet de faire les gens émerger. Et je pense aussi que la population n'arrive pas à s'approprier le fonctionnement de ces leaders. Parce que quand on regarde les élections, quand il y a une élection, la partie de la population qui vote, ce sont seulement les militants de ces partis-là. Il y a toute une grande partie de la population qui ne s'intéresse plus à ces politiques alors qu'ils sont concernés. Et c'est la raison pour laquelle je crois que le fait de limiter les mandats va faire que d'autres générations vont émerger et peut-être ces générations-là vont apporter à la population l'espérance que la population attend. Alors puisqu'on parle de nouvelles générations, je vais vous proposer une seconde photo concernant cette rubrique sur les leaders d'opinion en Martinique. Une photo qu'on va voir. Alors, est-ce que vous reconnaissez ces jeunes femmes? Oui, tout à fait. Donc, Jai Hassani et Alexandre Osier-Lafontaine, oui. Qui sont considérées comme... elles font partie des activistes. Elles ont participé à un certain nombre de mouvements récents en Martinique. Alors, ce ne sont pas des femmes politiques, en tout cas pas encore. Mais ce sont quelque part des leaders d'opinion aujourd'hui, en tout cas pour une partie de la jeunesse. Elles se sont exprimées, c'est le mode d'expression dont je parlais tout à l'heure, c'est une façon de s'exprimer, c'est le seul moyen d'expression qu'elles ont parce qu'elles n'ont pas d'autre. Et vous voyez très bien que nous allons vers la fin d'un cycle. La fin d'un cycle veut dire peut-être la fin des partis politiques, peut-être la fin des organisations syndicales, et maintenant, le public s'approprie maintenant certaines causes. Et les mouvements maintenant sont initiés
par la population, par une catégorie de la population. Ça peut être des jeunes, ça peut être des gens qui sont en souffrance, des gens qui sont au chômage, ainsi de suite. Et les mouvements ne partent plus des organismes, soit politiques ou des organisations syndicales. Et quand on parlait tout à l'heure de ce que certains considèrent comme absolument nécessaire aujourd'hui, autrement dit faire preuve de violence, en fait, se manifester de façon bruyante et violente, de façon à se faire entendre. C'est un petit peu le point de vue aujourd'hui de Dieye Hassani et Alexandre Nozier-Lafontaine. On a vu que ces mouvements ont débouché sur des actions relativement spectaculaires aussi. Finalement, est-ce que ça signifie que c'est pour cette génération-là, c'est la seule voie de se faire entendre? La politique Je comprends ce comportement. Et quand je disais que le passé est présent, c'est exactement ça. Nous avons un problème avec notre histoire et nous sommes toujours dans ce passé qui est présent. Et il y a quelque chose à faire pour pouvoir basculer vers l'avenir. Est-ce que vous considérez que ces jeunes femmes, comme d'autres, qui se reconnaissent peut-être à travers elles, devraient aujourd'hui s'engager en politique de façon claire, officielle? Pourquoi pas, oui. Elles pourraient s'engager en politique et transformer ça en action, pas seulement en idée. Aller vers une action qui est beaucoup plus une action vers la population et l'espérance et les attentes, parce qu'il y a des attentes. Elles expriment une attente. Ce comportement exprime une attente et une espérance que la population ne retrouve plus dans les élus. C'est une défiance. C'est une défiance. Ça s'analyse, ça. Je pense que les sociologues peuvent analyser ces comportements-là. Alors, on a malgré tout l'impression, Gilles Marthe, que c'est un mode de contestation que certains, effectivement, peuvent considérer comme violent, parce que, vous le dites, elles n'ont pas d'autres moyens d'expression aujourd'hui, des moyens de faire valoir leur colère et de faire remonter leur colère aussi au niveau de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Mais quel est le projet derrière? On a l'impression que cette jeunesse, la jeunesse qui arrive aujourd'hui, elle ne se reconnaît pas à travers un projet. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un véritable projet pour la Martinique? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, personne aujourd'hui ne s'est lancé dans cette ambition d'un véritable projet politique au sens noble pour la Martinique? Alors, ce que je vais vous dire maintenant participe à tout ce que je viens de dire précédemment quand j'ai dit que la Martinique est un peu à l'arrêt et qu'il y a des choses à changer. Depuis maintenant 3 ans, par exemple, je fais partie d'un club de réflexion qui a fait un constat sur la Martinique. Et au-delà des constats, qui a mis en place une trentaine de thématiques. Nous avons échangé avec des jeunes, des moins jeunes, et tous les secteurs de la population, toutes les catégories professionnelles, que ce soit la pêche, l'agriculture, le transport, la culture. Et nous avons, dans chaque secteur d'activité, ce sont toujours les mêmes remarques qui sont faites. Premièrement, sur le plan politique, les gens estiment que la Martinique, depuis quelques années, a 2 blocs qui s'affrontent, et donc les gens en ont marre. Deuxièmement, les gens considèrent qu'ils ont des projets, les projets ne sont pas transformés. On ne parle pas en projet, on parle plus en opposition et des idées qui s'opposent. Et je crois que maintenant, ce qu'il faut maintenant, c'est transformer les projets en action, avec des hommes qui viennent, non seulement pour être au service de la population et parlent plus de l'humain. Et je crois que ceux qui sont aux affaires maintenant et qui ont les leviers ne parlent pas beaucoup de la population. Je pense que ce sont des stratégies de parti. Il faut conserver le pouvoir, il faut se positionner et on ne sent pas vraiment l'envie d'accompagner cette transformation qui va très vite. Et puis, parce que la Martinique, elle subit la mondialisation comme tout le monde. Et ce qu'il y a de positif, c'est que la Martiniquaise a une capacité d'adaptation extraordinaire.
Regardez comment, en 20 ans, la Martinique a rattrapé des siècles de retard. Des siècles Oui, de sur le retard. plan des infrastructures, Tout à sur fait. le plan des équipements, mais pas véritablement sur le plan purement social. Et non seulement sur le plan social, et sur le plan de la posture. Voilà, c'est le fond du problème. Alors vous parliez d'un mouvement de réflexion qui pourrait se décliner, se transformer progressivement en parti? Alors, c'est un mouvement qui a des projets déjà, et ces projets peuvent se transformer en projets politiques. Très bien, on suivra cette actualité. On va terminer cette émission, Gilles Marthe, avec une dernière photo. On va rester dans le registre politique. Alors, c'est une photo que vous reconnaissez, forcément, vous connaissez cet hémicycle. Bien sûr. Donc, c'était le 18 décembre 2015, l'installation de la première collectivité territoriale de Martinique, la première assemblée plénière de la CTM. 5 ans déjà. Quel constat vous tirez de 5 ans d'une première mandature version collectivité territoriale de la Martinique? 5 ans, la Martinique avait une grande espérance, puisque nous avons voté ce changement, puisque nous avons voulu plus de responsabilité. Nous avons... je pense que c'est un bel outil. C'est un outil qui peut fonctionner. C'est un outil qui a pêché parce qu'il y a eu plus de positionnement de personnes que de projets pour la Martinique. Et je souhaite avec beaucoup d'espérance, que les prochaines élections puissent mettre de nouvelles personnes avec un nouvel engagement, un engagement beaucoup plus tourné vers l'humain, vers la responsabilité, vers plus de dignité et plus dans l'intérêt de la population. Je crois que c'est une forte attente que la population a. La population ne veut pas voir le spectacle que nous avons vu pendant ces 5 dernières années. On a voulu cette évolution statutaire, puisqu'on a voté effectivement pour cette évolution dans le cadre de l'article 73. On n'a pas voulu une évolution statutairement plus vaste, qui aurait peut-être pu nous donner notamment plus de moyens législatifs. Est-ce que vous considérez qu'en fait ça a été un coup d'épée dans l'eau, que finalement cette évolution statutaire n'a pas abouti à grand-chose? Ça, c'est dû aux hommes qui dirigent. Mais je crois qu'on peut aller très loin avec cet outil-là. Il y a beaucoup de choses. Regardez, on a la possibilité et d'ailleurs on l'a vu, même avant la transformation, il y a eu des habilitations qui ont été, que nous avons eues dans le domaine du transport, de l'énergie, et donc nous avons la possibilité d'utiliser des leviers. Mais là encore, il faudrait que nous ayons des hommes avec une vision beaucoup plus anticipatrice. Est-ce que vous êtes optimiste malgré tout? Alors, je ne dirais pas, on n'a peut-être pas perdu 5 ans, c'était la première mandature de la CTM. Peut-être qu'il fallait cette phase d'adaptation. Est-ce que vous êtes optimiste aujourd'hui? Est-ce que la prochaine mandature peut être véritablement celle on en parle souvent, mais du décollage économique et social de la Martinique? Alors, je suis optimiste parce qu'en tant qu'être humain, il faut être optimiste. Je suis optimiste parce que dans la vie, il faut toujours recommencer. Et c'est quand on recommence qu'on polit la pierre. Et je suis optimiste également si seulement toute la catégorie de Martiniquais et de Martiniquaises qui ne vont pas voter votent. Les jeunes ne vont pas voter. Les gens qui sont déçus de la politique ne votent plus. Les seules personnes qui votent, ce sont les gens qui sont militants des partis. Il y a à peine 25% de la population inscrite qui votent. C'est inadmissible. Ça voudrait dire que les 75% de ceux qui ne votent pas peuvent changer et mettre en place vraiment ce qu'ils ont envie de voir et pour avoir plus de responsabilité, de dignité et surtout d'abnégation. Les gens ne viennent pas pour des mandats durables, mais ils viennent pour des mandats qui vont se renouveler de manière à mettre en place des choses durables. Alors vous l'avez dit, on est à l'heure du renouvellement de la collectivité territoriale de Martinique, puisqu'on a des élections qui arrivent. Est-ce que vous allez y prendre part? Oui, je prendrai part à cette élection avec le groupe de réflexion dans lequel je suis vous pouvez dire le nom, depuis 3 ans, qui s'appelle Chemin d'avenir.
Et nous avons déjà des projets qui fonctionnent depuis maintenant, des thématiques depuis 3 ans, que nous allons essayer de transformer en projet politique et avec un désintéressement total. On ne va pas là pour avoir un mandat ou bien pour siéger, mais pour impulser une politique durable surtout, et surtout en faisant les choses avec l'amour de la Martinique. Vous serez tête de liste? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous serez avec qui alors? Je pense qu'il faudrait. Je préfère être faiseur de roi. Et ce roi, ce serait? Daniel Robin. Daniel Robin, très bien. Gilles Marthe, une conclusion. On a fait 1 heure d'émission. On s'est dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en retenez? Ben, je retiens toujours l'espérance que j'ai pour une Martinique beaucoup plus apaisée et une Martinique beaucoup plus digne. Une Martinique qui est respectée et qui peut également œuvrer dans la Caraïbe avec toute la reconnaissance qu'elle n'a pas pour le moment. Merci beaucoup Gilles Marthe d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle émission C'est à fait nous. Merci.